Donc, je suis Victor Giraud de l'Institut Pascal. Je vais mettre la caméra pour que vous puissiez me voir également. Bon, j'y arrive pas. C'est là. Et donc, pour un peu de contexte, j'ai travaillé quelques années dans l'industrie avant de revenir à l'Institut Pascal, donc le laboratoire de recherche rattaché à l'école d'ingénieurs Sigma Clermont. Maintenant, c'est Clermont INP. Pour faire non seulement il y a plusieurs universités comme Sigma, la Sorbonne, ou même d'autres partenaires qui sont plutôt industriels, comme Michelin, Decathlon. Donc Roema et Plastiner, c'est d'autres partenaires qui fabriquent respectivement des poupées et des semelles de chaussures. Et on a d'autres partenaires un petit peu entre les deux, donc Zimmer qui fabrique des grippeurs, Stam qui sont des intégrateurs, et IIT, Inescope qui sont des centres de recherche orientés technologie également. Et donc tout ce beau monde se sont mis d'accord pour essayer de créer des démonstrateurs. Donc c'est pas pour mettre en chaîne à la fin du projet qui doit finir en 2023 si ma mémoire est bonne, mais au moins de commencer à avoir des cellules prototypes qui peuvent automatiser pour l'industrie la manipulation d'objets déformables. Donc je vous parle d'objets déformables depuis 2 minutes, donc on va quand même prendre un petit peu de temps pour définir le sujet. Pourquoi c'est compliqué un objet déformable? Premièrement, il y a un nombre infini de degrés de liberté. Vous voyez bien que si vous prenez une portière de voiture pour faire du pick and place, il y a juste sa position et son orientation qui va vous intéresser. Alors que si vous attrapez une feuille de tissu ou je ne sais quoi, il y a beaucoup plus de configurations possibles. Donc c'est un champ qui est plutôt récent. Ça a commencé un petit peu à avoir des résultats et des publications autour des années 2000. Et il y a énormément d'applications industrielles, comme par exemple tout ce qui est textile, beaucoup de plastique. Donc un gobelet en plastique, une bouteille en plastique, si on veut les faire manipuler par des robots, c'est pas très compliqué, mais c'est quand même d'objets déformables. Et il y a quelque chose qui intéresse aussi de plus en plus de gens, c'est robotiser les cuisines. Et typiquement, une miche de pain, une orange, un steak, ce sont des objets déformables aussi si on veut les travailler avec des robots. Donc, pour les besoins du projet, on a besoin de faire une application avec une formulation autour de Skill qui permet de tester les pistes de recherche de mes collègues, qui soient intégrables à des machines industrielles pour pouvoir tester pour les partenaires industriels. Et si possible, on n'aimerait pas développer la même chose 40 fois. Et ce que j'ai pas indiqué sur les slides, c'est que c'est très compliqué parce que c'est pas encore super défini quels algorithmes on va utiliser, quelles vont être les solutions qu'on va implémenter, parce que ça, c'est du ressort de la recherche, et donc on n'est pas encore tout à fait sûr pour l'instant de qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Donc dans l'état de l'art, bien sûr, il y a Skiros qui est très basé sur Skilled et qui rend la supervision possible par les non-experts ainsi que Chromosis, dont on a eu une présentation très avancée tout à l'heure, qui permet de créer son application qui est model-based, avec des modules interchangeables, et ça permet de construire des robots industriels euh, presque avec du pick and place. Et beaucoup d'applications, des gens qui fabriquent leurs robots et qui codent leurs trucs, qui récupèrent 2 ou 3 neuros, ils mettent leur algorithme, et en avant, et quand on va en construire un nouveau, ils recommencent. Et le problème, c'est que ces applications-là, si je voulais faire ce qu'on fait avec Skiros ou Robmodis, il faudrait déjà que j'ai une idée très précise de comment on va faire pour résoudre notre problème, ce qui n'est pas le cas. Mais on n'a pas envie de tout recommencer à zéro à chaque fois non plus. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on propose une architecture qui est basée sur ROS et qui tourne sur Unix, qu'on développe en C++, qui s'interface très bien avec Python et Shell grâce au C++. Et on a pris le choix d'avoir 4 neuros principaux avec des parties génériques pour essayer quand même de définir un peu l'interface dans tout ce bazar, et des parties spécifiques où on va implémenter ce qu'on peut pour séparer les responsabilités et atteindre notre objectif de manipulation d'objets déformables. Donc, pourquoi on a fait ces choix-là? ROS et Unix, ce sont des standards dans la recherche actuellement. Le C++, c'est le langage qui offre le plus de liberté parce qu'il est facile d'interfacer avec d'autres choses, qui permet de contrôler jusqu'au tout bas niveau les octets un par un, mais et également donne accès au haut niveau. Le Python, il est utilisé par pas mal de collègues comme langage de simulation en parallèle du MATLAB.
Et pourquoi 4 nœuds, pourquoi pas 2 ou 40? Ben, on a besoin d'un nœud qui va gérer le très haut niveau, donc les machines d'état, les interfaces graphiques, un pour la planification. Et pour le hardware, on aurait pu se dire, on fait un nœud qui va intégrer tous les senseurs, tous les robots, mais j'ai préféré séparer un d'eux parce que en vision, on veut souvent utiliser du GPU et je voulais profiter de la possibilité de ROS d'être décentralisé pour faire tourner éventuellement la couche d'abstraction du hardware sur une petite carte comme une Raspberry, pendant qu'on avait un vrai PC avec un GPU pour faire tourner la vision ailleurs. Donc, ouais, si on rentre un peu plus dans les détails, mon superviseur il va gérer la planification, l'IHM, la gestion d'erreurs, pendant que Skillvoxel va gérer toutes les machines qu'on utilise. À l'échelle du projet, il y en a quelques-unes. Donc, on a notamment des bras robots, c'est pas tous les mêmes. On a des grippers qui ont été faits sur mesure et qui ne seront pas les mêmes sur les applications non plus. Et à Michelin, ils aiment bien utiliser des PLC pour leurs machines industrielles. Et il faut s'interfacer avec ça aussi pour réussir à discuter dans le même langage. Au niveau de la perception, on va avoir les drivers des capteurs et tous les algorithmes qu'on peut imaginer de fusion de données, que ce soit essayer de récupérer des features ou bien plutôt baser ça sur l'IA pour essayer de générer un modèle. Et le shape control en lui-même va générer les trajectoires des robots en prenant en compte la forme de l'objet. Bon, c'est peut-être pas tout à fait clair, donc je vous ai fait un schéma qui permet de synthétiser un petit peu tout ça. Donc notre machine d'état, on a défini différents états qui correspondent aux différentes skills qu'on va utiliser. Bien sûr, l'implémentation, si on a un nombre d'états finis, elle pourrait se faire avec des arbres de comportement ou d'autres choses à l'intérieur si on veut récupérer des erreurs ou ce genre de choses. Et on a défini des interfaces un peu standards entre les différents nœuds pour permettre de solutionner notre problème. Donc, essentiellement, les flèches rouges, ce que j'ai fait, c'est je me suis basé sur les librairies de sérialisation de Boost C++, et je me suis dit que la seule contrainte que je donnais à mes personnes qui vont développer leurs nœuds, ben, c'est déjà de développer des nœuds qui marchent ensemble. Et donc, il faut un peu de connaissance de ce que font les collègues et s'envoyer les données sous la forme d'un objet sérialisé, selon les règles du C++, ce qui permet de faire rentrer ça dans des topic cross et de garder la séparation des niveaux de communication tout en permettant suffisamment de liberté parce qu'on veut tester énormément de choses. Donc, j'ai certains collègues qui sont intéressés pour faire du comportement de coopération homme-robot et notamment de l'apprentissage par expérience. Il faut aussi que je fasse rentrer tous les modèles qui sont basés sur l'IA pour la perception et le contrôle, ainsi que les modèles classiques comme euh, les choses qui sont orientées plus FEM. J'ai des collègues qui sont aussi intéressés par des modèles purement géométriques et réussir à faire marcher des lois de contrôle avec tout ça. Donc, normalement, ça couvre à peu près tous les cas d'usage qu'on veut développer. Bon, donc on a parlé fortement de simulation un peu plus tôt. Moi, j'ai la chance d'avoir pas mal de matériel disponible. Donc, le première chose que j'ai fait, c'est une fois que j'ai fini mon draft d'architecture, j'ai implémenté et j'ai testé avec un modèle simple. Donc, j'ai un capteur et une librairie extérieure qui tournait sur un autre PC qui me permettait de récupérer la tension d'un bout de gomme. À Michelin, ils ont de la gomme, donc on en a profité. Du coup, on a rentré cette erreur de tension S capteur en tant que nœud perception pour pouvoir générer tout ce qu'il fallait. Donc, le shape control, là, il est très simple, c'est un PID en position pour récupérer euh, le déplacement à faire pour la longueur de notre bout de gomme et qu'on envoie directement à la cellule du robot euh, qui du coup abstrait comment le robot est fait en dessous pour qu'on puisse changer de robot éventuellement pour les autres collègues qui n'auraient pas un bras UR. Et la machine data était faite là directement avec un PLC et c'était le PLC qui était les différents états et on s'interfaçait avec lui et on s'en servait comme maître. Donc le cas réel, notre cellule robotique à Michelin ressemble plus à ce que vous voyez. Donc, du coup, il y a pas mal de contraintes qui sont liées à la sécurité industrielle, notamment les arrêts d'urgence. Comme vous pouvez voir, on a une barrière lagère, des arrêts d'urgence. Tout ça, c'est relié au PLC parce que les industriels ne font pas confiance avec un système Unix généralement
pour gérer ce genre de choses. Et normalement, j'ai une démonstration vidéo. Est-ce que je vais réussir à vous la... Excusez-moi un instant. C'est pas au point mon truc. J'ai ma vidéo. Est-ce que j'arrive à la présenter? Voilà. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a mes deux bras robots qui bougent, qui sont bougés par architecture. Donc, je vais vous demander de faire preuve d'un peu d'indulgence parce qu'on est encore au début du projet. Il y a pas mal de choses qui sont encore à régler. On a un petit grasping qui est fait avec une trajectoire prédéterminée. On a un petit peu de vision qui nous permet de faire juste la détection de contours sur notre pinceau de gomme avec un marqueur Haruko qui permet de caler la caméra par rapport à la position des robots pour que tout communique dans le même espace. Et là, la load control est vraiment très simple parce que j'ai fait un PID circulaire où j'ai divisé le Z par 2 pour pas que ça aille trop haut. On tient le bout de gomme sur cette démonstration parce qu'on n'a pas encore motorisé la roue et en vrai, les morceaux de gomme sont plus près. Et, j'ai un petit problème de gripper, comme vous pouvez voir, donc ça lâche. Ça, c'est des détails d'implémentation qu'on est en train de régler. Je repasse sur mes slides. Et donc, qui nous permettra, on est en train de le faire d'ailleurs, d'intégrer des choses plus complexes sur les objets déformables qui rentrent dans cette architecture-là. Donc, au final, les contributions sont une architecture open source pour la manipulation d'objets déformables. J'ai des fichiers de code génériques et spécifiques qui seront en ligne et réutilisables pour tous ceux qui veulent essayer de bricoler, récupérer les anciens modules qui ont été développés et essayer de les adapter à ces problèmes. On a mis vraiment l'emphase sur la flexibilité de l'implémentation pour pouvoir réussir à s'en sortir, tout en modulant le hardware autant qu'on peut pour que ce soit réutilisable. Donc là, pour l'instant, en fait, la technologie est clairement pas assez mature pour être intégrée dans des systèmes comme Styros ou Papyrus. Donc peut-être à la fin du projet, quand on aura des solutions et qu'on saura comment faire, on pourrait réfléchir à intégrer nos modules dans des architectures plus standards. Mais pour l'instant, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire notre bande test recherche qui permet de passer d'un TRL 2 à 5 ou 6. Donc, ouais, je me répète. Voilà pour moi. Est-ce que vous avez des questions?